Bonjour et bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube FIFA. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un deuxième numéro sur la rubrique Nos abonnés nous écrivent. Donc, cette rubrique a été préparée pour répondre aux questions de nos abonnés sur nos différentes vidéos. Là, on va répondre à certaines questions de M. Olienne Dubois. Avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager. Monsieur Olienne Dubois a posé des questions concernant le plan national de gestion des risques de désastre. Il a voulu savoir est-ce que le plan a un cadre technique, quel est le rôle des centres d'opération d'urgence, est-ce que le centre d'opération d'urgence national constitue des stocks. On va, à la lumière des documents dont j'ai en main, des documents dont je dispose, de répondre à ces questions de M. Olienne Dubois. À la première question, quid du plan national de gestion des risques de désastre? Le plan national de gestion des risques de désastre, avant même de vous dire ce que c'est l'une des priorités majeures de l'État. Et il y avait déjà un plan national de gestion des risques de désastre en 2001. Avec l'évolution et la compréhension des enjeux des risques de catastrophe, le gouvernement a jugé nécessaire d'élaborer un nouveau plan. C'est pour cela qu'on a un plan national de gestion des risques de désastre 2019-2030. Dans le cadre de ce dernier document, on a élaboré une vision commune de la gestion des risques de désastre et on a fait une mise en commun de tous les acteurs des collectivités territoriales pour qu'on puisse réussir dans nos interventions au niveau des collectivités territoriales. Donc, ce plan met en commun, par exemple, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Planification et de la Coopération externe, les ONG, les partenaires techniques et financiers, également les municipalités, les responsables des municipalités, les ASEC, les CASEC, etc., pour travailler d'un commun accord pour répondre aux problèmes de désastre qui peuvent subvenir à n'importe quel moment dans les départements. Maintenant, dans cette optique, on va regarder le cadre juridique qui milite à la faveur de la mise en place du plan national de gestion des risques de désastre. On va voir en premier lieu la Constitution de la République d'Haïti dans ses articles 19, 23, 136, 111, etc. Par exemple, si on procède à la lecture de l'article 19 de la Constitution, on va voir que l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et à l'article 23, on peut lire que l'État est astreint à l'obligation d'assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d'hôpitaux, centres de santé et dispensaires. Donc, en prenant seulement ces deux articles de la Constitution, on a constaté vraiment que c'est une priorité du gouvernement d'avoir un plan national de gestion des risques de désastre pour répondre à ces obligations. Mais également, il y a la loi du 16 septembre 1966 créant le fonds d'urgence. Donc là, je ne vais pas trop m'arrêter sur cette loi-là, mais je vais seulement vous expliquer là où, pour financer les interventions d'urgence du gouvernement après les catastrophes, quelles dispositions avaient été prises par cette loi sur le fonds d'urgence. La loi a prévu une ponction de 1% chaque mois sur tous les salaires. Avant, c'était sur les salaires de l'administration publique. Maintenant, on a pu étendre cette loi au secteur privé également. Donc, 1% de tous les salaires chaque mois va directement au fonds d'urgence. Également, un prélèvement de 8% de la perception des recettes sur les contributions foncières des propriétés bâties et 20% additionnel des droits de patente acquittés par tout contribuable au profit de la commune. Donc là, ce n'est pas exhaustif en termes de
de taxation pour alimenter le fonds d'urgence, il peut y avoir des contributions de bailleurs de fonds, des dons, etc. pour alimenter le fonds d'urgence, qui est le fonds destiné à répondre aux urgences en cas de catastrophe. Je ne vais pas m'arrêter sur tous les textes légaux que j'ai présentés ici, mais je les mets juste pour vous rappeler que il y a parmi de ces textes qu'on a déjà développés dans la vidéo du 28 août 2021 sur l'environnement institutionnel des collectivités territoriales. Par exemple, le décret du 17 mai 1990 sur l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Dans la vidéo précédente du 28 août 2021, on avait présenté en détail l'organigramme du ministère de l'Intérieur et vous faire voir quel est le rôle de chaque direction du ministère de l'Intérieur. Et c'est à l'intérieur du ministère de l'Intérieur qu'on retrouve la direction de la protection civile, qui est cette direction, maintenant c'est une direction générale, qui s'occupe de la protection civile. Donc, je vous invite à regarder à nouveau la vidéo du 28 août 2021 pour avoir beaucoup plus de détails sur ce que disent ces textes légaux. Il y a également le décret du 17 mai 90 créant dans chaque département géographique une représentation civile du pouvoir exécutif dénommée délégation et fixant les missions et attributions des délégués et vice-délégués. Donc, dans le cadre du plan national de gestion des risques de désastre et dans le cadre de l'activation des centres d'opération d'urgence, on va retrouver les délégués comme animateurs de ces réunions au niveau des COUN, au niveau des centres d'opération d'urgence dans les départements. Donc, les délégués jouent un rôle important dans le cadre du plan national de gestion des risques de désastre. Maintenant, le plan national de gestion des risques de désastre, c'est un document cadre stratégique de gestion des risques de désastre. C'est là qu'on a élaboré la stratégie du gouvernement, de l'État, pour savoir quoi faire, à quel moment, lorsqu'il y a des cas de risque de désastre. Donc, lorsqu'il y a des cas de risque de désastre, l'ensemble des partenaires au niveau des départements se mobilisent pour protéger la vie et les biens de la population dans les départements. Donc, voilà une partie du cadre juridique. Il y a encore une autre partie. Dans l'autre partie, on va avoir le plan national de réponse aux urgences de la République d'Haïti, le décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l'environnement et de régularisation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable, et au final, le manuel d'organisation et de fonctionnement du centre d'opération d'urgence nationale. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces textes-là. Vous pouvez faire des recherches et lire ces documents vous-même. Vous allez voir comment se matérialisent les actions qui ont été prévues dans ce plan national de gestion des risques de désastre. Donc, je vous invite à lire d'autres documents sur le sujet et à poser d'autres questions. Comme ça, cela m'aidera à peut-être élaborer d'autres vidéos pour éclaircir d'autres points d'ombre. Maintenant, passons à la question du plan technique, c'est-à-dire le cadre opérationnel. Donc, comment les municipalités, comment les acteurs interviennent lorsqu'il y a des cas d'urgence. Lorsqu'il y a une catastrophe, les structures locales et départementales interviennent dans tous les cas d'urgence. Donc, on retrouve en premier lieu les structures locales. C'est normal parce qu'ils sont sur place. Par exemple, une inondation passée au CAI, donc c'est normal que ce sont les élus locaux, les acteurs locaux qui vont rapidement se mobiliser pour intervenir, pour protéger la vie de la population. Donc, ça peut arriver que la situation dépasse les capacités locales. À ce moment-là, on fait intervenir les structures centrales. Et lors de ces interventions de ces deux structures-là, leur priorité, c'est par exemple, en termes d'action immédiate, c'est sauver les vies, protéger les biens et répondre aux besoins des populations. Je vous explique. Prenons par exemple le tremblement de terre qui a secoué le Grand Sud le 14 août dernier. En premier lieu, les brigadiers, les gens de la protection civile ou bien tous les acteurs dans les départements ont intervenu pour sortir les gens vivants des décombres, sortir le maximum de gens vivants des décombres.
Également, donner les soins médicaux au maximum de gens pour sauver leur vie. C'était ça la priorité des priorités. Après, l'équipe va s'atteler à protéger les biens et au final, l'équipe va répondre aux besoins des populations. Besoins en termes de plats chauds, besoins en termes de tentes, besoins en termes de protection par rapport au viol, etc., vol, viol, etc. Donc, l'État doit mobiliser tous ces gens au niveau des départements pour répondre à ces trois éléments-là. Sauver les vies, protéger les biens, répondre aux besoins de la population. Parallèlement, au niveau central et au niveau des centres d'opération d'urgence nationale, déjà, on commence à faire des réflexions sur la réhabilitation et la reconstruction. Réhabilitation, par exemple, c'est réhabiliter la population dans ses activités pour permettre à la population de n'être plus dépendante. Réhabiliter les rues, reconstruire les routes, reconstruire les bâtiments, etc. Par exemple, après le tremblement de terre du 14 août dernier, à l'approche de la rentrée des classes, il y a eu pas mal de centres de santé, d'hôpitaux ou d'écoles détruites. À ce moment-là, l'État a pour obligation de reconstruire ces écoles, reconstruire ces centres de santé et ces hôpitaux pour répondre aux besoins de la population, pour offrir ces services à la population et également pour faciliter la réouverture des classes. Donc, vous voyez, donc, premièrement, l'État intervient pour sauver les vies parce que c'est quelque chose qu'il faut faire rapidement. Protéger les biens et répondre aux besoins, donner à manger, donner de l'eau potable pour éviter d'autres épidémies. Et également traiter les blessés pour éviter que les plaies ne s'infectent. Donc, l'État doit rapidement intervenir dans ce cas. Donc, voilà le plan technique opérationnel du plan national de gestion des risques de désastre. Mais également, M. Olien avait posé une question sur la pratique, c'est-à-dire dans la pratique, comment cela se passe. Dans la pratique, lorsqu'il y a une catastrophe prévisible comme par exemple les inondations, les tempêtes et les cyclones, le secrétariat permanent au niveau central donne l'alerte. Une fois l'alerte est donnée, les centres d'opération d'urgence se mobilisent. Par exemple, cela arrive si vous écoutez les bulletins météorologiques, on vous dit que tel cyclone va toucher Haïti, voilà telle zone géographique qui a une forte probabilité une forte probabilité d'inondation, par exemple. Donc, à ce moment-là, les centres d'opération d'urgence départementale dans ces zones-là vont se réunir en fonction du plan de contingence qu'ils avaient élaboré annuellement, pour voir comment intervenir s'il y a des catastrophes, si l'inondation est avérée. Donc, dans ces réunions-là, on va retrouver le délégué, les directeurs départementaux du ministère des Finances, du ministère des Travaux publics, du ministère de la Santé publique, du ministère de l'Éducation, etc., les ONG, les gens du secteur privé également, les brigadiers de la direction de la protection civile. On va retrouver tous ces gens-là qui vont faire une évaluation de ce qu'il y a en stock, par exemple, au niveau des centres d'opération d'urgence. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de stock de nourriture, mais il y a déjà des équipements, de petits matériels permettant, par exemple, le déblayage des routes, des tronçonneuses pour faciliter l'accès s'il y a des voies encombrées par des branches d'arbres, par exemple. Les brigadiers ont la capacité et les équipements pour faire ces interventions-là. Et l'équipe également s'appuie sur les équipements lourds du ministère des Travaux publics pour faire les interventions au niveau des routes, des voies, pour ouvrir des voies d'accès. Par rapport au stock de nourriture, s'il n'y a pas de stock de nourriture, l'équipe qui travaille au niveau des centres d'opération d'urgence dans les départements ou dans les sections communales identifie au préalable tel magasin du secteur privé qui dispose de stock de marchandises, de stock de nourriture et rentre en pourparlers avec eux pour mettre à leur disposition ces stocks-là pour venir en aide à la population et victime. Donc, dans ce schéma-là, moi-même, j'avais relevé, dans un dialogue que j'ai eu avec un cadre qui travaille dans ce domaine-là, j'avais relevé quelques failles que je tenais à partager avec vous. Premièrement, il arrive malheureusement dans certaines municipalités que les responsables de ces municipalités-là
cherchent à évincer les brigadiers. Cela handicape fortement ce dispositif mis en place par le Plan national de gestion des risques de désastre parce que les brigadiers sont formés ils ont les compétences nécessaires pour faire les interventions, ils ont la capacité et connaissent le message à faire passer, à faire véhiculer à la population en cas de catastrophe, quel comportement à tenir face à une rivière en crue par exemple, et quel comportement à tenir si on est blessé, etc. Donc, les brigadiers ont cette formation-là, donc je ne vois pas pourquoi certains responsables de certaines municipalités cherchent à remplacer ces brigadiers-là lors de ces interventions-là. Ça handicape énormément les actions de la Direction générale de la protection civile et les centres d'opération d'urgence dans les départements. Également, il y a une autre faille, c'est par le fait qu'on n'utilise pas les données statistiques disponibles dans les départements, les données, ou bien, soit on ne les crée pas ou on ne les détermine pas, cela handicape en quelque sorte les centres d'opération d'urgence à intervenir et à cibler véritablement les vraies victimes. Je m'explique. Si je prends le cas du département du Sud, par exemple, je prends le cas de la ville d'Ekaï, juste un exemple. Après le tremblement de terre, si au préalable, les brigadiers avaient mobilisé, au préalable, bien avant le tremblement de terre, bien entendu, avaient eu une idée du nombre d'habitants, ou bien des habitants qui sont par quartier, par exemple, des statistiques sur les habitants qui vivent par quartier. À ce moment-là, après le tremblement de terre, ça allait être plus facile pour dénombrer les disparus et les décès, etc. Et également, ça allait être plus facile de cibler les gens qui sont les vraies victimes. On n'allait pas avoir ce spectacle où des gens qui ont laissé d'autres départements qui n'ont pas été affectés par le tremblement de terre, qui arrivent dans la ville d'Ekaï, qui s'installent dans des tentes et accaparent les dons destinés aux gens de la ville d'Ekaï, victimes du tremblement de terre. Donc, je vous encourage à réfléchir à ce point de façon à mieux cibler les gens dans les départements et cela facilitera les réponses à venir en cas de catastrophe. Également, il y a un autre élément que je crois nécessaire d'attirer votre attention là-dessus, c'est le fait que dans le cadre du Plan national de gestion des risques de désastre, qu'on devrait faire des prévisions, c'est-à-dire prévenir les catastrophes au lieu d'intervenir après les catastrophes. Par exemple, nous avons tous l'information qu'il est fort probable qu'il y ait qu'un tremblement de terre frappe le Grand Nord. Je me demande pourquoi les centres d'opération d'urgence ne se mobilisent pas déjà pour, premièrement, avec le ministère des Travaux publics, avec des experts dans le domaine, faire l'évaluation de tous les bâtiments qui sont dans le département, dans le Grand Nord. Faire cette évaluation-là, identifier la structure de ces bâtiments-là pour savoir tel type de bâtiment peut résister à un tremblement de terre ou pas. Les bâtiments qui ne peuvent pas résister, quelles sont les recommandations qu'on va faire à leurs propriétaires pour les renforcer. Si on arrive à renforcer les bâtiments qui ne peuvent pas subir de choc de tremblement de terre, ça va réduire le nombre de pertes en vies humaines. Également, on devrait déjà réfléchir à créer une route stratégique, une voie d'accès rapide stratégique pour évacuer la population en cas de catastrophe, en cas de tsunami, en cas de tremblement de terre. Parce que si on prend la ville du Cap à proprement parler, la plupart des rues sont étroites. À ce moment-là, il y a de fortes chances que si un tremblement de terre arrive, qu'on est en difficulté à évacuer les gens, à les amener vers les centres de santé les plus proches et pour faciliter ces interventions-là. Donc, même par rapport aux bâtiments publics qu'on construit dans ces départements-là, il faut construire des bâtiments publics aptes à servir de refuge, aptes à servir de centre d'hébergement en cas de catastrophe naturelle. Donc, ce n'est pas qu'après une catastrophe qu'on va rapidement construire des tentes, etc. Donc, les bâtiments publics, les écoles qui ont de vastes espaces libres
prévoit déjà des structures adaptables à ces espaces-là qui peuvent résister à des tremblements de terre pour héberger les populations qui sont victimes de tremblements de terre ou d'autres types de catastrophes. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais dire pour répondre aux questions de M. Olniel Dubois. Je remercie encore une fois Olniel Dubois pour avoir participé, pour avoir posé ces questions sur la chaîne YouTube FIFA. Et j'encourage d'autres membres ou bien d'autres abonnés à la chaîne à partager les vidéos et à poser des questions et à critiquer également cette vidéo de façon à ce que moi-même je puisse avoir beaucoup plus de connaissances sur le domaine et agrandir, disons, le nombre de gens ayant certaines connaissances sur le secteur public local, les collectivités territoriales en particulier. Donc, sur ces propos, je vous dis merci et je vous encourage à abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo.